Louis XIV, le roi Soleil. Le journal secret de Louis XIV partie 7. Bonsoir à tous. Donc, je vais entamer la 7e partie du journal secret de Louis XIV de M. François Bluch, et nous allons entamer l'année 1687. 5 janvier. Ma santé, Dieu en soit loué, s'affermit tous les jours. Je vois Madame de Montespan 2 fois par jour en tout bien et tout honneur. Le matin en sortant de la messe et le soir après souper. Elle a toujours autant d'esprit et Madame de Maintenon est assez libérale pour n'être point jalouse de nos entretiens. 14 janvier. Les ambassadeurs du roi de Siam vinrent à Versailles pour leur audience de départ. J'ai prié monsieur l'abbé de Lyon de me réserver une copie de leur belle harangue, par lui traduite en notre langue. Le jeudi 16. J'essaye une petite chaise me permettant de tirer les faisans sans mettre pied à terre. Cette machine me plaît et convient à ma demi-infirmité présente. Le 18. Peu après-midi, dans la chapelle du château à Versailles, furent baptisés les 3 fils de Monseigneur. Le duc de Bourgogne, dont je fus le parrain avec madame pour commère, on le nomma Louis. Le duc d'Anjou, dont monsieur fut parrain, on le nomma naturellement Philippe. Enfin, le duc de Berry, tenu par le duc de Chartres et par la grande mademoiselle, qui fut nommé Charles. Dieu bénit les parents qui engendrent des fils. Voilà assuré la succession de la couronne de France. Je suis un prince heureux et une manière de patriarche. Du 22 janvier. Quant à Marly, il me prit fantaisie de visiter après mon dîner la machine du sieur de ville, monsieur et madame de Maintenon et madame de Montespan, partagent mon carrosse, n'étant point curieux que moi de voir marcher cette mécanique célèbre. Le 27 janvier. Monsieur Perrault fit lire à l'Académie françoise son poème Le siècle de Louis le Grand. Il y compare, me dit-on, le présent siècle à celui d'Auguste, pour le rayonnement des beaux-arts et l'éclat des talents dans les lettres. Il n'est donc point indispensable, pense M. Perrault, de tant célébrer une antiquité dont nous avons égalé les travaux, dépasser les sciences et leur application. Chemin faisant, tout mon règne est toi fort honnêtement loué, voire magnifié. Ce poème me flatte et je le veux lire et relire posément. Pour en bien juger, mais il paroit qu'il y a mis Boileau d'Espreau en fureur, lequel tient à la supériorité des anciens sur les modernes. 32 janvier. Je fus ce jour à Paris pour rendre grâce à Dieu de ma guérison. La messe fut célébrée en la cathédrale, puis nous dînâmes à l'hôtel de ville. Ensuite, j'allai visiter la place de Vendôme et la place des Victoires. Sur cette dernière, je vis ma statue en pied, coulée dans le bronze, et j'admirai l'ingéniosité du décor, car la moitié de la place est de toile peinte figurant les bâtiments qui manquent encore. Ce fut une fort belle journée. Je me suis vraiment aimé de mon peuple. La joie se voya de toutes parts et ils étaient 100 000 à crier « Vive le roi !» Ma guérison en fut l'occasion, mais aussi d'avoir révoqué l'édit de Nantes. Le 10 de mars, M. de Meaux, Bossuet, fit à Notre-Dame l'oraison funèbre attendue de M. le Prince, notre défunt cousin, que chacun partout ce royaume appelle le Grand Condé. Il apparoit que le peuple en fut ravi, mais que bien des seigneurs murmurent. Ceux-ci reprochent à l'orateur d'avoir fait un parallèle entre M. le Prince et M. de Turenne, comme si la naissance du prince de Condé la voit une fois pour toutes rangée hors du commun. Je ne saisis point le sens de pareilles critiques et conteste. Dieu seul est grand, pour grand que soit Condé. Il fut homme et non demi-dieu. Au reste, le vicomte de Turenne n'est point un quelconque gentilhomme, mais notre cousin est celui de M. le Prince, allié à toutes les grandes maisons de l'Europe, un vrai prince. Le décor de cette pompe funèbre fut l'œuvre de Bérin, selon une idée du père Ménestrier. 29 mars. Lully est mort, le 22, d'une gangrène ayant pour cause une blessure qu'il s'était faite au pied en dirigeant de sa canne au feuillant son tidum. Que le Seigneur lui pardonne ses péchés. Depuis plus de 2 ans, Lully a lassé notre patience pour sa mauvaise conduite. Il débaucha son page au vu et au su de la cour et de la ville. Je l'administrai vainement, puisqu'il fut bientôt surpris par un mal dangereux causé par ses débauches. Il faut déplorer cette propension au vice, qui a terni l'éclat de son beau génie, car Lully avoir reçu du ciel des dons étonnants, et ses ouvrages ne sont point près de tomber dans l'oubli.
On ne compte plus les épitaphes, épigrammes ou pasquinades qui se sont répandues depuis sa mort. Les unes sont impertinentes qui font dire aux défunts. Je porte au doigt l'anneau que le vieux Vendôme rapporta jadis de Sodome. Les autres plus indulgentes. Baptiste est mort, adieu la symphonie. La musique est finie, déplorons son sort. Je ne crois jamais d'indulgence envers des faiblesses répétées du pauvre Jean-Baptiste, mais je jure Dieu que sa musique n'est point finie et ne le sera pas de sitôt. Ce Florentin a tout uniment engendré la musique françoise, et ce roi méchante ingratitude et malhonnêteté de n'en point convenir. Je pense accorder au sieur de Francine, gendre du défunt, la direction de l'Académie royale de musique. Le 19 avril, je vins passer en revue les soldats employés au détournement de la rivière d'Eure. Le 10 mai, partant visiter nos fortifications au nord-est, j'ai traversé Paris, admirant une nouvelle fois la place de Vendôme et aussi celle des Victoires, où ma statue de bronze est désormais dorée. Le 7 de juin, heureux de me retrouver à Versailles, je considère que mon voyage aux frontières ne fut point inutile. Alors qu'une guerre menace, j'ai pu recevoir à Luxembourg des envoyés des électeurs de Trèves, de Mayence et de Cologne, sans oublier celui de monsieur le duc de Juliers. J'ai décidé de faire à Tarbach une place nouvelle françoise et très forte, elle prendra le nom de Mont-Royal. Le 16 juin, mourut à Paris l'un de mes meilleurs et plus fidèles amis, le duc de Saint-Aignan de l'Académie françoise, premier gentilhomme de la Chambre, homme d'esprit et de goût, discret, confident de beaucoup de mes secrets. À l'annonce de ce cruel décès, j'ai dû chercher refuge en mon cabinet. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Pour y pleurer sans contrainte. Si les tyrans n'ont point d'amis, les anciens et les moralistes se plaisent à les répéter. Les rois peuvent en avoir. Pour moi, le ciel ne s'en est pas montré avare. Juillet. Je surveille les travaux du nouveau Trianon et presse à ce sujet le marquis de Louvois. Je fus aussi les troupes employées au grand dessein de la rivière d'Eure. Le 6 de septembre. Les princes étrangers sont fort montés contre le tout venant des ducs. Les Lorrains prirent la tête du parti des princes. Et aujourd'hui, c'est monsieur le comte d'Armagnac qui me remit un mémoire de messieurs les princes contre les ducs. Ces partages, contestes et querelles sont moins vains que leur apparence. La cour n'est point pour la haute noblesse, le seul service naturel et exigible. Le service militaire passe avant tout. Mais la cour est un service indispensable et le jeu normal des préséances est peut-être l'âme. Cependant, si les ducs et les princes veulent à tout prix se mesurer la guerre, à venir leur sera le meilleur champ clos. Ils joueront à qui sera le plus héroïque, servant alors à la fois le roi, le royaume et leur ombrageux amour-propre. Hier à Paris, le prévôt des marchands et messieurs les échevins visitèrent la place des Victoires. Plusieurs maisons lui font encore défaut, mais elle a déjà belle allure. Le 1er octobre, les fièvres s'acharnant sur nos soldats depuis le début du mois de septembre, j'ai arrêté les travaux de l'arc-duc de Maintenon et Rivière d'Eure. Le 12 octobre, j'ai changé la peine des galères contre la peine de mort pour ceux qui favoriseront l'évasion hors du royaume des nouveaux convertis. Ces départs multipliés qui dérogent ouvertement à nos ordres, au point de ne pouvoir être comparés à des crimes de lèse-majesté. C'est ainsi que je les aurai nommés le cardinal de Richelieu. Sont en outre fâcheux pour le royaume les exilés volontaires, s'apprêtant à servir des États qui souvent sont nos ennemis. 8 de novembre. Et voici messieurs le duc qui ouvrent le feu à leur tour contre les princes étrangers. Monsieur de Montausier me donne un mémoire sur la dignité et préséance des ducs. Dans quelques jours, je quitterai Fontainebleau, et tant pis pour la chasse. J'ai trop hâte de voir poursuivre et s'achever les travaux de Trianon de marbre. Le 1er décembre, notre ambassadeur, M. de Lavardin, a fait il y a 5 jours son entrée à Rome. Nous suivrons de près les événements ultramontains, car on dit que le pape veut remettre en cause les franchises dont bénéficie jusqu'ici en sa ville l'ambassadeur du roi très chrétien. Si le malentendu s'aggravoit, outre mesure, que Rome prenne garde, car il nous sera aisé d'occuper Avignon et le Comtat. Le 31 du mois de décembre, une guerre reste toujours possible, et c'est pourquoi, cette année, nous fîmes fortifier Landau et Nîmes, en route la place de Mont-Royal. Je travaillai avec M. de Louvois au titre des bâtiments. Il redouble d'attention depuis cet automne et notre différend à propos des fenêtres de Trianon, que je jugeois inégal en dépit de ces dénégations faussement indignées. Nous avons dépensé près de 8 millions, presque 3 millions pour Versailles, 1 780 000
pour la seule rivière d'Eure, sans compter 240 000 francs avec la machine de mardi. Supplément pour 1687. J'omis de marquer le 4 de février la mort à Paris du maréchal de Créqui, doyen des maréchaux de France, formé par M. de Turenne. Il prit Dinan, Condé, Bouchain et Bouillon, défit M. de Lorraine, s'empara de Fribourg. Il fut victorieux à Rienfeld en 1678, à Minden en 1679. Au cours de sa dernière campagne en 1684, il prit Luxembourg. Il descendoit du fameux connétable de Lesdiguières. Voici clos l'année 1687. Voici maintenant qu'on arrive à l'an 1688. Le 6 de janvier, me promenant, je vins voir les bâtiments de Trianon. 8 janvier, la colère me saisit. Je le dissimulois, bien sûr, en apprenant que le pape avoit osé excommunier M. de Lavardin, notre ambassadeur à Rome. Le 10 janvier, nous sûmes que le 7, le cardinal de Fürstenberg, ami et candidat de la France, avoit été élu coadjuteur à l'archevêché de Cologne. Le 22 janvier, je dînois pour la première fois au Trianon de marbre, dont Mansart presse les derniers travaux. Le 23, le Parlement en appelle comme d'abus contre l'excommunication abusive de M. de Lavardin par le pape Innocent XI. Le 2 de février, Duquesne, lieutenant général de nos armées navales, mourut à Paris. Depuis la mort du Hollandois Ruyter, Duquesne passoit pour être le plus grand homme de mer de notre temps. Nous avions laissé libre pour lui une place de vice-amiral, espérant longtemps qu'il voudra bien se faire catholique, ce qui ne vint point. Toutefois, eu égard à ses brillants services, nous l'avions exempté des conséquences de notre évocation de l'édit de Nantes. Le 20 mars, Paris fait bon accueil à une traduction nouvelle des caractères du grec Théophraste, qui suit un texte moderne intitulé « Les caractères ou les mœurs de ce siècle », où sans indiscrétion soutiennent le moraliste anonyme. On s'interroge au sujet de ce personnage. Je sais que par la princesse de Conti, douairière, qu'il s'agirait d'un sieur de la Bruyère qui appartient à leur maison. Avril, Louvois partit inspecter Landau, Mont-Royal et Fort-Louis du Rhin. Nous donnâmes 1000 pistoles à Racine et autant à Boileau d'Espreaux, nos historiographes. 14 de mai, mourut à Paris M. l'abbé Antoine Furetière. Son fameux dictionnaire universel, dont l'annonce lui avait valu les foudres de l'Académie et son expulsion de la compagnie, n'a point encore paru en entier. Nous apprûmes aussi la mort d'un prince illustre, Frédéric Guillaume de Hohenzollern, margrave de Brandebourg, dit le grand électeur. 25 mai. Je suis à Maintenon depuis quelques jours, étant venu vérifier le chantier de la rivière d'Eure. 1er de juin. Je donne un brevet de retenue de 220 000 livres sur sa charge au vieux président Toussaint Rose, secrétaire de mon cabinet, confident de tous les secrets de l'État et de quelques-uns de mes biens propres. Une fidélité de cet ordre n'a point de prix. Le 15 de juin, les nouvelles de notre marine mourut à Paris, à l'Arsenal, M. le marquis de Preuilly, lieutenant général regretté de tout le corps de la marine. Il est le frère cadet du maréchal d'Humières. Sa place sera donnée sous peu à M. d'Anfreville. On sut que le comte de Tourville attaqua en Méditerranée Papachino, vice-amiral d'Espagne, le contraignant au salut. Depuis que M. le Seignelay a le département de la marine, nos vaisseaux imposent leurs lois sur plusieurs mers. Le 26 juin, notre cousin, le roi d'Angleterre Jacques II, eut un fils, le 20. Dès que les chancelleries sauront que l'enfant sera baptisé par un prêtre catholique, l'Europe entrera en émoi. Quant aux Anglois, ils ne tarderont pas à saisir qu'il se trouve à terme remise en cause une succession protestante qui leur tient généralement à cœur. 23 juillet, on sut que le maréchal d'Estrée a bombardé Alger. Monseigneur, qui participa depuis 6 ans au Conseil des dépêches et des finances, y a désormais voix délibérative. Je suis fort content de ses progrès, de son intérêt constant pour les affaires publiques. Les nouvelles du Rhin sont mauvaises pour la France. Contrairement à toutes nos espérances, Monseigneur le cardinal de Fürstenberg n'a point obtenu assez de voix pour succéder au défunt archevêque. Ainsi, l'électorat de Cologne nous échappe-t-il au profit du candidat de l'empereur. À petite cause, grand effet, un tel mécompte ne peut qu'augmenter les risques d'une guerre. Dangeau ne craint point d'assurer que cette guerre, il la sent venir. 25 août, fête de Saint-Louis. Je fis ce jour une très large promotion d'officiers généraux et supérieurs. 19 lieutenants généraux, dont Huxelles, Rossen, Vauban et mon neveu, le duc de Vendôme. 38 maréchaux de camp, dont Hatzfeld, Tallard et Tessé. Et 42 brigadiers, soit une bonne vingtaine de trop, si les nécessités tactiques devaient s'imposer au détriment de mon souci de la noblesse. Septembre, à Rome, le marquis de Chanlay
ne parvint pas à forcer la porte du pape, lequel feint d'ignorer que mon envoyé est une mission conciliatrice et non point agressive. Je lève présentement près de 60 000 hommes afin d'être préparé en tout état de cause. Monsieur de Louvois, qui aime la guerre et qui se croit général, piaffe d'impatience. Je suis obligé de lui rappeler que la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Monsieur le maréchal de Vivonne, général des galères, est mort le 16 à Chaillot, près de Paris. Le 19, les affaires présentes sont dépourvues d'ordre et de logique. Il n'est personne à la cour de France qui ne sache que le prince d'Orange prépare presque ouvertement un débarquement en Angleterre. Détrôner son beau-père ne lui semble pas incongru. Et pourtant, sur l'autre rive de la mer, mon cousin, le roi Jacques II, ne s'embarrasse de rien, en dépit de nos mises en garde. Répétez. Et tout parois calme outre-Manche. Serait-ce le calme qui précède si souvent la tempête ? Le 25 de septembre, j'ai publié hier un livre justificatif que j'ai cru nécessaire, Mémoire des raisons qui ont obligé le roi à reprendre les armes. Aujourd'hui, monseigneur quitte Versailles pour aller commander l'armée d'Allemagne. Il a monsieur de Beauvilliers pour modérateur de sa jeunesse et le fidèle Vauban pour conseiller en matière de siège. Nous nous sommes quittés sans cacher nos pleurs, mais je suis fier de lui et je suis assuré qu'il se montrera grand prince, soldat valeureux et bientôt capitaine avisé. 30 septembre, il fut expliqué aux évêques de France par nous, invités à l'archevêché de Paris, les raisons et l'état présent de notre querelle avec le pape. Les dix prélats, à leur tour, devront en agir de même avec leurs curés et avec les supérieurs des maisons religieuses de leur diocèse. Du 3 octobre, nous avons pris Avignon sans coup férir. Le vice-légat se retira fort prudemment. Le 9 octobre, mourut à Paris M. Perrault, savant renommé et architecte habile. Nous lui devons les plans d'observatoire et ceux de la belle colonnade qui sert de façade orientale au palais du Louvre. Il est frère de M. Perrault de l'Académie françoise, qui publia cette année un parallèle des anciens et des modernes, lequel fait autant de bruit que son poème de l'année passée. Le 21, M. de Lauzun, Paris, offrir ses services au roi Jacques II, puisse Dieu protéger la maison de Stuart. Le 1er novembre, fête de la Toussaint, je fis mes dévotions et touchois les malades. Vers 3 heures de relevé, au milieu du sermon du père Gaillard, survint un courrier avec la nouvelle que Monseigneur avoir reçu la reddition de Philipsbourg, la tranchée y avoir été ouverte dans la nuit du 10 octobre. La prédication en fut perturbée, mais je ne suis point un roi de théâtre, je suis homme et père, et mon fils m'est cher au-delà de toute mesure. Le 10 novembre, Monseigneur, qui décidément a pris goût à la guerre, vint d'arriver devant Mannheim pour l'assiéger. Le duc de Beauvilliers, Vauban et d'autres me rendent témoignage de son heureuse conduite. Il est brave et s'expose trop. Il ne cesse de progresser en école de Mars, obéit à ses mentors. Enfin, ses soldats l'adorent. Le 11 novembre, mourut à Versailles M. de la Quintinie, à l'âge de 64 ans. Il avoua la direction de tout jardin fruitier et potager des maisons royales et fit des merveilles. Son chef-d'œuvre a été la création du potager de Versailles, établi sur un terrain mouvant et puant, à l'est de la pièce d'eau des Suisses. Avec le concours originel de Mansart et de Francine, nous avions anobli la Quintinie à la Saint-Louis de l'année passée. Le 14, nous apprîmes la capitulation de Mannheim. Rien ne me résiste présentement à Monseigneur. Mais hélas, nos succès d'Allemagne, loin d'impressionner le prince d'Orange, risquent fort de l'enhardir dans sa volonté d'invasion de l'Angleterre. Du mardi 16, l'invasion de l'Angleterre est probable. La flotte de Guillaume d'Orange est passée au large de Boulogne et met le cap sur l'île de Wight. Mon cousin d'Angleterre compte sur le loyalisme de la flotte angloise, dont il fut l'amiral, mais nul ne sait quel parti elle va prendre. Le lundi 22, M. de Seignelay m'apprend que le prince d'Orange a réussi sa descente en Angleterre. Frankenthal s'est rendu à Monseigneur le 18, après seulement 2 jours de siège. Je souffre assez fort de la goutte. Le 26 de novembre, je pus chasser à tir, malgré ma goutte. Le sieur Quinault est mort à Paris ce matin. Il est toit de l'Académie françoise et celle des médailles. Il n'avoit que 53 ans. On lui doit des comédies, des tragédies, des tragicomédies et des tragédies en musique, un genre nouveau qu'il a créé de concert avec le pauvre du lit. Le sieur Quinault est toi devenu fort dévot. Nous avons décidé de raser Mannheim, nous déclarâmes la guerre aux Provinces unies. Le 28, je renonçois au sermon bien que ce soit l'avant, afin d'aller avec la cour au devant de Monseigneur, de retour d'Allemagne et couvert de laurier. 29 novembre, sur le conseil de M. de Louvois, j'établis un système de milices, un recrutement de soldats en supplément, lequel régime devra nous faire 20 ou 30 régiments nouveaux. Le 15 décembre,
Les nouvelles d'Angleterre sont des plus mauvaises. Hélas, elles semblent vraies. Elles sont si contraires à tout ce que M. de Seignelay m'avoit jusqu'ici fourni, que je soupçonne mon cousin d'Angleterre de nous avoir abreuvé longtemps de fausses nouvelles. Jeudi 23. Je suis que M. de Lauzun put amener mardi à Calais, sain et sauf, Sa Majesté la Reine d'Angleterre, ainsi que le jeune prince de Galles, qui fut fort sage, comme s'il avait compris que sa fuite devait rester secrète. Au jour de Noël, nous apprenons à l'instant que le roi d'Angleterre put quitter son palais dans la nuit du 20 au 21. Il a 2 jours, je pardonne à Lauzun, lequel vint de se racheter par sa conduite récente. S'il n'y avait point de ces événements d'Angleterre et des protestations indignées que nous recevons de nombreux princes d'Allemagne, la compagnie de Monseigneur fut peu goûtée outre-Rhin, je me réjouirai vivement au sujet de Trianon. Nous préparons un ballet qui sera dansé très bientôt. Le vendredi 31 décembre, j'ai fait une large et belle promotion du Saint-Esprit. 3 hommes d'église, dont le cardinal de Bronzy, et 24 gentilshommes, dont le duc de Vendôme, 4 princes lorrains et 16 ducs, ont reçu l'ordre aujourd'hui. Monsieur Demeaux, Bossuet, publia cette année un livre de critique et d'apologie fort savant, Histoire des variations des églises protestantes. Il vient en renfort de notre édit de la révocation. Comme chaque 31 décembre, je fais avec le surintendant le décompte des dépenses des bâtiments de l'année qui s'achève. Cette année, les 7 millions de francs furent largement dépassés. Versailles, 1 976 000 à cause de Trianon, et les travaux de la rivière d'Eure, 1 932 000 francs. En font la matière principale, mais on ne peut oublier la machine de Marly, 167 000 livres, Marly de 183 000, Saint-Germain, 148 000, et bien sûr les gens de lettres qui ont reçu 45 000 francs. Si la guerre se précise et s'étend, la Ligue d'Augsbourg, longtemps en sommeil, désormais ressuscitée, le fait présager. Il est évident que nous devons diminuer toutes les dépenses des bâtiments, et peut-être durant plusieurs années. Voilà qui s'achève l'année 1688. Nous allons maintenant entamer l'année 1689. Le 1er janvier, le cortège des chevaliers du Saint-Esprit, ou grande allure, ce matin, tant leur nombre étant considérable, d'Anjou venoit 3e parmi les anciens, et M. le cardinal de Bonzy ouvroit la marche des nouveaux promus. 5 de janvier, le prince d'Orange, Dieu merci, eut la sagesse, en sa folie, de laisser échapper son beau-père. C'est ainsi que le roi d'Angleterre débarqua hier en France. À Ambletreuse, l'apprenant, la reine sa femme ne trouva à dire et à répéter que je suis heureuse. 7 janvier, nous installâmes notre cousin d'Angleterre à Saint-Germain, lui laissant le château par tout le temps de son exil forcé. Le 8, visitant Versailles, le roi Jacques II fut en admiration devant les tableaux, porcelaines et cristaux des cabinets admirables de Monseigneur. Le 26 janvier, je vis à Saint-Cyr, en compagnie de Madame de Maintenon, la tragédie Esther de Racine, que les petites filles jouèrent et chantèrent fort bien. Madame de Maintenon y bien réfléchir, sera t elle point une nouvelle Esther, l'Esther que le ciel aura chargée de veiller à mon salut? Le sait-elle, le pense-t-elle? C'est en tout cas sûrement l'opinion de M. l'abbé Godet des Marais, son confesseur. Hier, M. Spanheim, chargé d'affaires du Brandebourg, eut son audience de congé. Le 31 janvier, naguère, les ducs et les princes se chamailloient. Maintenant, c'est aux ducs de se disputoir entre eux. Voici M. de Luxembourg, dont le duché fut érigé en 1662, prétend remonter son titre jusqu'en 1581 et voudra venir immédiatement après M. le duc d'Uzès, Cruseul. Sa prétention n'en sera jamais reçue. 18 de février. Je fus encore 3 fois, les 3, 5 et 15, applaudi à Saint-Cyr, la tragédie d'Esther. Je dois bien cela à Madame de Maintenon et à Racine, qui est mon historiographe et mon ami. Le 12 mourut à Madrid ma nièce Marie-Louise d'Orléans, épouse du roi d'Espagne Charles II. Aujourd'hui dut être installé à Rennes, M. de Pomereux. La Bretagne, province volontiers ombrageuse, m'avoit toujours point d'intendant. On pourra dire qu'il avait été plus facile au roi de France d'abolir les édits de tolérance que d'envoyer l'un de ses intendants en Bretagne. Nos relations avec le roi et la reine d'Angleterre sont excellentes. Le 12 de mars, une ordonnance de ce jour interdit les assemblées de nouveaux convertis où ils font secrètement leur prêche et qu'ils appellent assemblées du désert. Notre armée a brûlé toutes les villes palatines entre Heidelberg et Mannheim. Encore un objet de peine et de tourment pour madame. Hier, la ville de Paris fit un don gratuit de 400 000 livres pour les dépenses de la guerre. Le 8 du présent mois, la diète de Ratisbonne vit tous les princes d'Allemagne nous déclarer la guerre.
Le 21, la Suède aussi nous déclara la guerre. Les villes nous apportent l'une après l'autre leurs subventions. Lyon donne 100 000 écus, Marseille 400 000 francs, Dieppe 40 000 écus. Le roi d'Angleterre appareille à Brest le 17, que Dieu l'accompagne. Le 6 avril, le roi d'Angleterre a heureusement débarqué en Irlande. Le 15 avril, 2 ordonnances sont édictées ce jour. L'une porte déclaration de guerre contre l'Espagne, l'autre est une grande ordonnance pour les armées navales et arsenaux de marine. Ce code fort important est l'œuvre de M. de Seignelay, Quéda, le sieur de Bon Repos. Le 17 avril, il a été calculé que nos prises sur les Hollandois depuis le début de cette guerre vont à plus de 4 millions de livres. Le 30 avril, il paroit que les usurpateurs des trônes d'Angleterre et d'Écosse furent couronnés à Westminster le 21 de ce mois. Le 6 de mai, à Rome, mourut le 19 avril Christine de Suède, fille du roi Gustave Adolphe. Elle était âgée de 63 ans, reine dès l'âge de 6 ans. Elle se rendit célèbre par son luxe, la protection qu'elle offrit aux gens de lettres, son abdication en 1654, sa conversion au catholicisme, ses ambitions napolitaines et d'autres faits moins avouables que le ciel lui pardonne. Le 22 mai, la flotte du comte de Château-Renaud, qui avoua quitté Brest pour l'Irlande le 6 avec 4000 hommes, de troupes fraîches se heurta au vaisseau de l'amiral Herbert en la baie de Brantry, près de l'Irlande, et soutient contre eux un combat heureux. Le 28 mai, je fis mes dévotions, puis, non sans fatigue, j'ai touché plus de 900 pauvres malades. Le 32 mai, depuis quelques jours, fut renforcée ma garde, car le bruit courut d'un possible attentat ourdi par le prince d'Orange, lequel nous est fort. Le 1er de juin, je continue le quinquennat et m'en trouve bien. Le 8 juin, le ravage du Palatinat, dont M. de Louvois attend beaucoup de résultats, se poursuit. Nous avons fait brûler Spire, Worms et Oppenheim. Même certaines églises furent détruites. Le 16 juin, le chevalier de Forbin vint à Versailles à mon lever et m'apprit ses aventures extraordinaires. Lui et le sieur Barre, chacun commandant une frégate escortoile de Dunkerque à Brest, un convoi de navires marchands. Le 22 mai, ils engagèrent hardiment le combat pour sauver leur convoi, contre 2 gros vaisseaux d'Angleterre, se battirent comme des lions, mais furent faits prisonniers à Plymouth. Au bout de quelques jours, ayant trouvé le moyen de s'enfuir, ils parvinrent à traverser la Manche sur une petite chaloupe. Et les voici prêts à combattre encore. Je suis heureux de voir un tel courage et une aussi heureuse fortune, et je vais les faire l'un et l'autre capitaines de vaisseau. Lundi 17, le siège de Londonderry n'en finit point. Malgré les nouvelles assez heureuses que je ne cesse de recevoir d'Irlande, je redoute un insuccès du roi d'Angleterre. 25 de juin, nous avons signé une ordonnance portant déclaration de guerre contre l'usurpateur des royaumes d'Angleterre et d'Écosse. Pour beaucoup, pour le clergé, pour les dévots, pour Madame de Maintenon, surtout, il ne s'agit plus d'une guerre ordinaire, moins encore qu'une querelle dynastique, mais d'une guerre de religion, d'une manière de croisade. Cette thèse comporte pourtant une exception notable. En effet, si croisade il y a, le royaume d'Espagne alors s'est trompé de camp. Le 5 de juillet, on apprit qu'un immense incendie éclata à Landau. Le bruit court qu'il fut sans doute provoqué par des agents de l'ennemi. Le 7 juillet, le roi de Danemark nous assure qu'il n'abandonnera jamais le parti de la France, mais il y met une condition, que nous lui augmentions ses subsides. Et il ne semble point décidé pour autant à entrer en action. Ce n'est pas un allié sûr. Le 14 de juillet, on disposa en l'hôtel de ville de Paris une belle statue me représentant. C'est une œuvre de Casevaux, qui est de bronze et d'appoint de 7 pieds de haut. Pour fêter l'événement, la ville fit tirer un magnifique feu d'artifice. Le 18, les nouvelles du Nord confirment nos craintes. Voici le roi du Danemark sur le point de rejoindre la coalition des ennemis du royaume. Le 19, M. Dumière a brûlé les faubourgs de Bruxelles. Le 8 août, le marquis d'Amblimont détruisit une petite escadre hollandoise, le 27, au large du Texel. Le 16, le duc de Bourgogne, qui a 7 ans, aura M. de Beauvilliers pour gouverneur, M. l'abbé de Fénelon pour précepteur. Le 20 août, encouragé par M. de Louvois, je pense que M. de Duras eut la main lourde. Il brûla Durlach et beaucoup de petites villes. Madame est désolée de tous ces dégâts. Le 3 septembre, les nouvelles venues d'Irlande ne sont guère bonnes. M. de Duras poursuit ses ravages outre-Rhin. Du 12, le roi du Danemark qui nous trahit a traité avec le prince d'Orange. Le 13, M. d'Uxelles dut rendre Mayence, n'ayant plus assez de poudre et même de mousquet en état de tirer. Le 20, M. le Pelletier s'est démis de sa charge de contrôleur général, mais il demeure ministre. Je donne à M. de Pontchartrain le contrôle général des finances. Mercredi 28, à Semarly, je fis venir Racine, qui eut une chambre. Le 4 octobre, je déclare roi ce matin Seignelay ministre d'État.
M. de Seignelay, qui n'a que 38 ans, suit avec bonheur les traces de Colbert, son père, comme moi, comme Le Tellier, comme Louvois, comme Colbert. Il démontre journellement la sottise de l'adage romain de minimis non curat praetor, tant il est heureux et appliqué à chaque détail des affaires. Le 5, relisant mes notes d'août et de septembre, je vois que je n'ai point noté en son temps la mort du pape Innocent XI. Nous fûmes affrontés, mais il fut un pape de grande stature. Il mourut le 12 août. J'ai omis aussi ce fait intéressant, M. de Seignelay, en ce même mois d'août, fut embarqué sur notre flotte. Du 19 octobre, M. d'Asfeld, très grièvement blessé, dut rendre bonne. Nous sûmes que le 6, le cardinal Ottoboni, candidat de la France, avoit été élu pape. M. de Chaulnes lui promit aussitôt de rendre Avignon. Le 25, je fis M. de Tourville vice-amiral, je fis Gabaret et Villette lieutenants généraux. Du 4 novembre, M. de Pontchartrain me fit remettre 5 millions aux fermiers généraux, ce qui va nous assurer d'un grand crédit auprès d'eux. L'on sut que nous avions chassé de Saint-Christophe aux Antilles toutes les forces angloises. Du 7, Amfreville et Gabaret se tiennent prêts à pareiller en direction de l'Irlande. Le 16 novembre, je soupois avec Madame de Montespan, le duc du Maine et Mademoiselle de Blois. Le 1er décembre, le cœur gros mais l'esprit en repos, j'annonçois ma décision d'envoyer à la monnaie mon orfèvrerie et mon argenterie, en y comprenant le mobilier d'argent de la grande galerie de Versailles. Le 12, les nouvelles d'Irlande sont meilleures. L'argenterie que j'avois envoyée à la fonte et dont j'avois cru tirer 6 millions n'en a fait que 3. Le 25, le père Bourdaloue eut un trou de mémoire durant son sermon de Noël. Le 31 décembre 1689 fut heureuse pour notre marine, lequel, avec 90 vaisseaux, dominoit l'angloise et l'hollandoise, réunis. M. de Harlay devint premier président du Parlement. La cour parut triste en cette année de guerre, nos plaisirs bien innocents, qui furent la chasse, le billard, la comédie de Saint-Cyr, Marly et le jeu des portiques qui est de nouvelles introductions. À Versailles, l'Aigle du Nord est achevé. Les bâtiments coûtèrent 3 572 000 francs, dont 547 000 pour Versailles et encore 872 000 pour les travaux de la rivière d'Eure. Voici achevé l'année 1689. Nous allons maintenant entamer l'année 1690. Le 3 janvier, nous aurons en campagne cette année 150 000 hommes dans nos armées de terre, soit 140 bataillons, 110 000 fantassins et 280 escadrons, au moins 40 000 cavaliers. De son côté, la marine est devenue très forte. À noter que les troupes destinées au dedans du royaume n'entrent point en ce calcul. Le 5, Jalois à Saint-Cyr entendent une nouvelle fois Esther. 3 autres représentations y sont prévues, où j'ai promis à Madame de Maintenon d'assister. Le 6, le duc de Saint-Simon me prévint que son frère, le marquis, dont il avait annoncé la mort avant-hier, est sorti de son très long assoupissement. Le bonhomme, ayant 90 ans, ne saura cependant vivre longtemps. Le 11, je souffris de la goutte. Les jeux du moment sont le lance-quenet et les portiques. À la cour, on joue gros jeu. Le 26 de janvier, on m'assure que le marquis de Saint-Simon est mort hier, et cette fois véritablement. Le 8 février, je fis écrire à tous les évêques de France d'envoyer à la Menoie tout le superflu de l'argenterie des églises. La guerre coûte au royaume, il convient que la nation tout entière contribue à la défense qu'elle impose. J'ai donné l'évêché de Chartres à M. l'abbé Godet des Marais, confesseur et directeur de Madame de Maintenon et de la maison de Saint-Cyr. Je dis à cette dernière: je suis sûr, madame, que ce choix conviendra à votre solidité. Du 12, mourut à Paris ce jour notre fidèle et premier peintre Lebrun, chancelier de l'Académie de peinture, directeur des Gobelins, qui a décoré la grande galerie de Versailles et mis son immense talent au service de nos bâtiments au Louvre, aux Tuileries, à Versailles, à Marly et ailleurs. Lebrun était assurément un grand, fort artiste. Nous le regretterons longtemps. Du 18 février, je donne à Mignard le Romain, qui a 78 ans, toutes les charges de feu Lebrun. Celle de premier peintre, celle de l'Académie, celle des Gobelins, le bonhomme en est heureux. Et c'est pour lui une revanche sur son prédécesseur qu'il détestoit et jalousoit injustement et au-delà de toute mesure. Le 7 mars, je suis heureux de retrouver Versailles après cette semaine passée à Compiègne. Il faudra trouver un substitut aux éternelles parties de portiques et de lance-quenet. Les troupes que je ne cesse de passer en revue me donnent satisfaction. Le 9 mars, se trouve désormais concentrée à Brest une flotte puissante avec l'arrivée des vaisseaux venus de Rochefort, du Havre et de Dunkerque. Monseigneur aura le commandement de notre armée d'Allemagne. Le 19,
Nos vaisseaux et nos troupes sont prêts pour aller en Irlande, n'attendant qu'un vent favorable. Du 3 avril, j'ai donné les noms des généraux de nos armées terrestres. L'armée d'Allemagne sera commandée sous Monseigneur, par Monsieur le maréchal de Lorge. L'armée de la Moselle aura pour chef Monsieur de Boufflers. L'armée de Flandre obéira au maréchal de Luxembourg. L'armée de Dauphiné à Monsieur de Catinat. Celle de Catalogne à Monsieur de Noailles. Madame la Dauphine fut fort mal toute la journée. On doit craindre le pire. Le 5, nous avons heureusement débarqué des soldats en Irlande. 15 avril, le duc de Savoie part abandonner la France. Il se peut qu'il ait déjà signé avec l'empereur un traité secret d'alliance. Le 20 avril, Madame la Dauphine mourut, ce jour, après une maladie douloureuse. Je crus bon, après sa mort, de dire à Monseigneur, vous voyez ce que deviennent les grandeurs de ce monde. Nous deviendrons comme cela, vous et moi. La Dauphine avoua témoigner bien de la dévotion. Le 23, j'ai réglé que le cœur de Madame la Dauphine sera porté au Val-de-Grâce, près de ceux de la Reine-Mère, de la Reine et de Madame. Du 27 avril, le corps de Madame la Dauphine est toujours à Versailles. Je chasse à Marly avec Monseigneur. Mourut aujourd'hui à Paris le sieur Le Hongre, habile sculpteur. Je regrette de n'être point allé à l'armée cette année. Il est assez triste de ne passer sa vie qu'avec des cardinaux, des ministres et des conseillers d'État. Les soldats me manquent, du bon Vauban au plus obscur des caporaux. Le 1er mai, Madame la Dauphine fut inhumée à Saint-Denis avec les honneurs dus à son rang. J'appris le soir que M. de Lorraine, Charles V, était mort en Autriche le 18 du précédent mois. Il mourut d'un catarrhe suffocant. C'est toi l'ennemi de notre couronne, mais un prince brave et un bon capitaine. Du 17, il est mort aujourd'hui un homme qui faisait honneur à l'homme. Monsieur le duc de Montausier, guerrier et poète, docte et administrateur, maécénas et pédagogue, survivant de l'hôtel de Rambouillet, auteur de la Guirlande de Julie, gouverneur de province, chargé de l'éducation de Monseigneur, il avoua la franchise que Molière prête à Alceste. J'avoue toujours de lui des réponses nettes et vraies, tant il avoua d'honneur. On lui trouva l'austérité et la solidité d'une vertu toute romaine. La duchesse est morte depuis longtemps. 4 juin, Monseigneur Harlay de Champvallon me vint éloquemment haranguer au nom de l'Assemblée du clergé. J'ai omis de marquer le retour de Vauban ces jours-ci après 7 mois de maladie. Du 5 juillet, j'ai eu la nouvelle d'une très belle victoire remportée par Monsieur le maréchal de Luxembourg sur le prince de Waldeck, à Fleurus. Hélas, nous perdîmes au cours de l'action 3 généraux, plusieurs colonels et beaucoup de gens considérables. Le 15, M. de Tourville engagea sa flotte contre celle d'Angleterre. Le 10, et remporta un très net avantage. Cependant que cette grande bataille se poursuivit, le lieu du combat est Bévésier, en anglois Beachyhead. Du 19, il se confirme que le combat de Bévésier vit la déconfiture des vaisseaux hollandois et anglois. Le 27, les nouvelles d'Irlande ne sont point aussi bonnes que celles de la flotte. Auprès de la rivière Boyne, non loin de Drogheda, le prince d'Orange écrasa les partisans du roi d'Angleterre. Il semble que le maréchal de Schomberg, lequel combattoit dans le camp orangiste, y trouva la mort. On me dit que Paris est en folie, ayant cru que le prince d'Orange aussi était mort près de la Boyne. Le 20 août, ce matin à 10h, mon cousin le roi d'Angleterre vint à l'observatoire accompagné de quelques gentilshommes de sa maison, afin de visiter cet établissement célèbre. On lui dit que 4 des 5 satellites de Saturne avaient été décelés en cette place, le 5e l'ayant été bien plus tôt par le fameux Huygens de notre Académie des sciences. Il posa de nombreuses questions, lesquelles montrèrent à nos savants combien ce monarque avait de vastes connaissances et l'intelligence des matières en cause, ayant lu les livres de Newton et ayant lui-même un grand entendement de l'astronomie et de l'hydrographie. Il se retira enchanté de sa visite. Le 22, M. de Catinat, lieutenant général, écrasa le 18 les troupes du duc de Savoie, qui ait perdu la moitié de sa petite armée, et du prince Eugène. Le lieu du combat, Staffard, près de Salus. Du 16 octobre, mourut hier à Paris le sieur Verdermelen, excellent peintre de bataille. Il suivit nos armées, dessina pour des tapisseries des Gobelins, travailla pour le Brun, décora Versailles et l'hôtel des Invalides. On lui doit un beau passage du Rhin. Le 24 octobre, les jésuites parlent beaucoup d'une visitantine de Parelmonial, la sœur Marguerite Marie, morte il y a quelques jours en son couvent. Elle aura été l'objet de plusieurs apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel lui aura donné pour mission de prôner le culte de son Sacré-Cœur, une dévotion qui se répand tous les jours, nous dit-on. Le 3 novembre, M. le marquis de Seignelay mourut ce jour à Versailles, fort regretté des courtisans.
Fils de Colbert, il doit, comme son père, verser en toutes les matières de la marine. Ils en ont fait de la plus formidable du monde. 82 vaisseaux, 30 000 hommes, 5 000 pièces de canon. Redoutés à juste titre par l'Angleterre et par l'Hollande. Séguelet mourut à 39 ans seulement. Usé par le travail et peut-être aussi par le plaisir. S'il eût vécu, nous l'aurions fait un jour duc. Le 21, à l'occasion de la création d'offices nouveaux, j'ai rendu aux magistrats du Parlement la noblesse au premier degré, par eux perdue en 1669. Du 12 décembre, fut signé ce jour un important contrat pour entreprendre et mener à bien la dorure du dôme de l'hôtel des Invalides. Nota, cette année Casevaux fit des sculptures de la façade du dôme. Le 19 décembre, je pris médecine. Il paroît que je suis point guéri du jeu de la mode, puisqu'hier, j'ai joué par 2 fois au portique. Madame de Lafayette assure qu'il n'y a pas plus de finesse au portique qu'à Croix-Épile. Le 25 décembre, nous fûmes en dévotion, moi et monseigneur, toute la journée d'hier et toute celle de ce jour. Je trouve mon fils changé depuis la mort de Madame la Dauphine. Il paroît préoccupé davantage de ces fins dernières. Cela n'en empêche point de courir le cerf et le daim, le loup et le sanglier. Le 30, il nous faudra en 1691 8 vaisseaux de ligne au lieu de seulement 2. Monsieur de Louvois me communiqua les comptes des bâtiments pour 1690. Il montre que les dépenses diminuèrent de moitié. À effort de guerre renforcé, économie accentuée. Ces dépenses ne dépassent point 1 570 000 livres et mon très cher Versailles n'y figure que pour 295 000 francs, c'est-à-dire le chiffre le plus bas depuis l'an 1667. Quant à messieurs les gens de lettres, ils sont réduits à proportion. Leur pension ne montre plus en effet qu'à 12 000 francs. Eh bien, je vais terminer cette 7e partie, puisqu'il est 22h30, cette 7e partie du journal secret de Louis XIV. Jeudi prochain, nous entamerons l'année 1691 et bien sûr la suite contre des guerres contre le prince d'Orange et donc des suites du règne de Louis le XIVe. Je vous remercie d'avoir assisté à cette histoire de France et je vous donne rendez-vous mardi. Ça sera Louis XVII, le fameux fils de Louis XVI, qui mourut ignominieusement au Temple, maltraité par la maladie et par le cordonnier Simon. Eh bien, écoutez, à bientôt. Nous espérons que le récit sur Louis XIV partie 7 vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, le journal secret de Louis XIV partie 8.